Merci à tous d'être venus à BDX.io et à ce talk où je vais parler de GraphQL. Je m'appelle Anthony Ginier, je suis staff engineer chez Swan. Et à Swan, on permet à nos clients d'intégrer des services bancaires. Par exemple, avoir des comptes en banque, émettre des cartes ou faire des virements en mode SaaS via une API GraphQL. Donc, quand j'ai rejoint Swan il y a 5 ans, on était 3 devs. Et maintenant, on est 70 environ dans l'équipe tech, à quasiment tous contribuer sur cette API GraphQL. On a une vingtaine de services, plusieurs milliers de requêtes par minute en moyenne, avec des pics des fois bien plus gros. Ce qui peut paraître assez humble par rapport à d'autres acteurs qui ont des chiffres encore beaucoup plus gros que ça, mais clairement, on est en scale-up. Et le fait d'être en scale-up et d'avoir une API GraphQL, ça fait qu'on a déjà été confronté à des problèmes de mise à l'échelle. Donc moi, l'objectif de ce talk, c'est que à la fin, vous soyez armés de bonnes pratiques et d'outils pour maintenir une API GraphQL dans le cas où vous avez une équipe et un produit qui grossit. Alors déjà, à main levée, qui connaît très peu GraphQL ou juste de nom? Ok, ça fait pas mal de gens. Alors juste pour vous, j'ai fait une intro à GraphQL. C'est un condensé de 40 minutes de conf en 2 minutes. Donc ça va être un peu riche. Alors GraphQL, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de requête, GraphQL, Query Language, pour des données de type graph. Alors le mot type graph, ça peut faire un peu peur, mais en vrai, vous prenez 2 entités, vous tracez une relation entre les deux, et voilà, vous avez un graphe. C'est un langage qui est agnostique de l'implémentation et de l'usage concret, hein, c'est vraiment un langage de requête, mais dans la pratique, on s'en sert par-dessus HTTP en tant qu'alternative, notamment à REST. C'est hyper... je grossis énormément le trait, mais ça permet de se faire une bonne image. Ça a été débuté par Facebook en 2012, qui ont leur propre API Graph sans GraphQL à la base. Et ça a été open sourcé depuis 2015. Donc il y a la spec qui est maintenue par Facebook et des implémentations de référence en JavaScript. Donc c'est quand même assez récent, 2015. Les grosses particularités de GraphQL, c'est que c'est un langage de requête hiérarchique. Donc une requête GraphQL, c'est une liste de champs hiérarchique, un peu comme JSON. Et on voit que les données ont la même forme que la requête. Ici, je demande un utilisateur, je vois que j'ai un argument, je lui passe un ID, je veux l'ID, le name, et je veux le compte, et plus précisément l'IBAN de son compte. À droite, j'ai une réponse qui ressemble énormément à ce que j'ai demandé en requête. Et une des killer features de GraphQL, c'est que tout ça, c'est accessible en une seule requête. Alors que, par exemple en REST, mais aussi avec d'autres architectures, souvent, on est obligé de faire plusieurs requêtes. C'est fortement typé. Donc là, à gauche, on voit la requête, la même requête que tout à l'heure. Et au niveau de l'API, qui va fonctionner avec cette requête, on va définir des types. Donc là, j'ai un type query, qui est un peu la racine de mon graphe. Je dis que sur ce type query, j'ai un champ user qui prend en argument un ID et qui me retourne un type user. Pareil, je définis mon type user, il a un ID, un name, un account, il pourrait encore avoir d'autres trucs. Et bien sûr, je définis mon type account, sur lequel je définis un champ IBAN. Tout ça, ça permet d'avoir des garanties sur la forme et la nature de la réponse. Vous savez qu'une API GraphQL qui a tel type, ou tel graphe, ou tel schéma, c'est les mots qu'on utilise généralement, vous savez que ça va forcément respecter ce schéma. Et une des particularités de GraphQL, j'en parle maintenant, un graphe, c'est une URL. Vous n'avez pas une multitude d'URL comme on peut le voir de manière plus traditionnelle. C'est une techno qui est centrée sur le produit. Cette requête, elle a été écrite par le client. Ce n'est pas le back-end qui a défini quel champ était à quel endroit, c'est la personne qui vient consommer votre API qui définit les champs qu'elle veut. Et dernier point important, c'est que c'est introspectif. Je reprends le petit type user hyper simple de tout à l'heure. Ce que je peux faire, c'est sur mon API GraphQL, je fais une espèce de requête un peu méta où je demande un underscore schéma, un truc un peu bizarre. On appelle ça des requêtes d'introspection. Et derrière, ce que ça vous donne vraiment des infos sur le schéma lui-même. Et ça permet de faire des choses hyper puissantes. Par exemple, de la génération de types. Vous filez une URL à un outil, derrière il va vous générer des types en Java, en TypeScript, ce que vous voulez.
Ou ça permet par exemple, là, vous prenez Postman, vous copiez-collez l'URL d'une API GraphQL, lui va automatiquement aller télécharger le schéma en entier, et vous allez avoir l'autocomplétion, le schéma qui va être disponible au niveau de votre Postman, etc. Condensé de 40 minutes de talk. Et moi, quand j'ai vu tout ça sur GraphQL, j'ai commencé, j'ai expérimenté, j'ai fait des tutos, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai fait mon premier talk sur GraphQL en 2017, donc c'était 2 ans après que ce soit open sourcé, parce que j'avais kiffé la DX, le côté hyper centré sur le produit, le tooling grâce à l'introspection, etc. C'est des trucs qui me parlaient vraiment énormément. Et dans la même année, j'ai mis en prod ma première API GraphQL. Et j'ai vite compris qu'il y avait des challenges un peu nouveaux liés à GraphQL et que les outils et les pratiques, c'était pas hyper mature en 2017. Exemple hyper simple, comment est-ce qu'on fait pour monitorer l'usage d'une API GraphQL? D'habitude, de manière plus classique, on fait des mesures par URL, par méthode HTTP, voilà, et ça fonctionne déjà pas trop mal. Mais en GraphQL, comme on l'a vu, on a une seule URL, et l'usage il est contenu dans la requête. Il faut parser le body de la requête pour savoir précisément quels sont les champs qu'on veut récupérer. Et donc à l'époque, sur ce projet, le DevOps, qui était un peu plus expérimenté que moi, il a un peu froncé des sourcils, quoi. Parce que lui, il avait l'habitude d'avoir une boîte à outils où, côté infra, une URL égale, je la monitore, je monitore le verbe HTTP et c'est suffisant, quoi. Et ça, c'était pas du tout dans notre boîte à outils à l'époque. Et après, dans le cas où on scale, avec une architecture, avec de multiples services gérés par de multiples équipes, là, on vient encore démultiplier les problèmes. Et du coup, je vais vous en parler. Je vais utiliser Principled GraphQL comme fil rouge de la presse. C'est un peu l'équivalent de 12 Factor App. Alors, qui connaît 12 Factor App? Ok, pas mal, mais pas tant que ça. C'est une méthodologie écrite par un des cofondateurs d'Heroku, qui est ça définit des bonnes pratiques importantes pour construire des applications. Là, c'est un peu l'équivalent, mais spécifique à GraphQL. Ça a été écrit par les cofondateurs d'Apollo GraphQL, qui sont en gros les plus gros contributeurs historiques dans l'écosystème GraphQL. Et ça définit 10 pratiques, qui sont un peu les 10 commandements de GraphQL. Et si vous voulez scale, la plupart de ces principes sont hyper essentiels. Et à Swan, quand on a commencé, Principled GraphQL, ça n'existait pas. On n'avait pas encore de standard hyper bien défini sur le marché. On n'avait pas encore l'expérience et le recul nécessaire pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc en gros, Principled GraphQL, c'est soit on a eu de la chance et ce qu'on a fait c'était bien, soit on l'a pas fait et en fait on aurait dû le faire. Donc le premier principe, c'est d'avoir un seul graphe, one graph. Alors ça peut paraître assez évident quand on voit les tout premiers, quand on a vu les introductions à GraphQL, c'est qu'on veut tout faire en une requête. Si vous avez 3 API qui chacune ont leur propre schéma GraphQL, à minima vous devrez faire 3 requêtes. Donc c'est un peu dommage. Et ce qu'on veut aussi, en termes de DX, c'est d'avoir un catalogue central. Je vous disais tout à l'heure, je prends mon Postman, je copie-colle l'URL de mon graphe. En fait, si j'en ai 3, c'est un peu chiant, je dois ouvrir quoi? Je vais faire 3 onglets Postman, machin, c'est pas terrible. En termes de DX, c'est largement mieux d'avoir un seul graphe. Bon, première approche, si vous avez seulement un monolithe, une API GraphQL toute seule, il n'y a pas trop la peine de se poser la question. Vous faites juste en sorte que votre monolithe il expose une seule URL GraphQL et puis on est bon. Voilà, la difficulté elle vient si vous commencez à avoir des architectures distribuées. Alors ça, c'est un schéma que j'ai honteusement copié d'un article qui justement date de 2017. Et il y a des tonnes de variations de schémas qu'on peut trouver sur le web parce que c'était vraiment l'architecture de référence. Donc on a au-dessus les clients, en dessous l'ensemble de nos services ou microservices qui peuvent être écrits en utilisant différentes architectures. Et au milieu, on a notre petit service GraphQL écrit à la main qui va servir un peu de gateway. Sauf que cette API GraphQL, elle était écrite à la main. Et du coup, en pratique, ça fait quelque chose de beaucoup plus compliqué que juste ce schéma qui a l'air hyper simple. Donc ça a plein de limitations. Pour ça, je prends un exemple hyper simple. Une gateway GraphQL, pareil, écrite à la main, avec en dessous 2 services, un service par exemple REST classique et un service GraphQL. Mon premier truc qui peut paraître hyper anodin, c'est qu'on a une mise à jour systématique de la gateway. C'est-à-dire que vous mettez à jour votre service REST,
vous voulez derrière que ça soit exposé au niveau de votre gateway GraphQL, bah, vous devez refaire une mise à jour. Alors, derrière, ce que ça fait, bah, c'est double travail. C'est pénible, même si ça paraît évident, mais c'est pénible quand même. Vous avez une énorme complexité des releases, parce que vous voulez mettre à disposition une nouveauté, vous êtes obligé de le mettre à jour au niveau de la partie REST. Vous devez du coup coordonner ça une fois que c'est prêt dans votre service qui est en dessous, un REST ou GraphQL. Vous devez release la gateway avec les mises à jour pour bien faire la glue. Et si jamais vous voulez faire un rollback, ben c'est encore compliqué. Vous devez rollback votre gateway, ensuite rollback le service qui est en dessous. Et quid de non, mais en fait il y a déjà un autre service en dessous qui lui a déjà fait une release pour mettre son changement. Donc comment vous faites? C'est une galère énorme. Et il y a aussi un gros problème d'ownership. Qui met à jour cette gateway? Si en dessous vous avez 10 services, on va dire gérés par 10 équipes, pour faire simple, bah, est-ce que c'est chacune des équipes qui met à jour un des services, elle va mettre à jour la gateway? Bah, du coup, vous vous retrouvez avec un bout de code qui est géré par 10 équipes, et les 10 équipes, elles veulent mettre ce truc-là en prod, c'est compliqué. Soit vous dites, ah bah non, moi je vais faire une équipe spécialisée, je vais faire l'équipe Gateway GraphQL. Et ben maintenant, vous avez un autre problème, vous avez une équipe dont vos 10 équipes dépendent, et à chaque fois qu'une des 10 équipes veut en prendre un truc, ben elle doit demander à l'équipe qui gère la gateway. Donc c'est hyper compliqué. Une autre limitation, c'est que si on commence à avoir un graphe complexe, on a une gateway complexe. C'est notamment vrai dès qu'on veut gérer des relations un petit peu compliquées entre nos différents sous-services. Je prends par exemple mon service utilisateur, voilà, je définis un type GraphQL qui sera écrit au niveau de la gateway. Je prends un service account, et puis ce service account, il a un type account, et puis voilà, j'ai un graphe, donc c'est quand même cool d'avoir des relations entre mes entités. Donc j'ai le user qui fait référence au user qui est dans la partie service. Et puis allez, je vais étendre mon type user et je vais leur rajouter un champ account. Voilà, tout ça c'est des fonctionnalités un peu cool, c'est ce qu'on veut avoir quand on a un graphe, sauf que tous ces trucs-là, vous devez l'écrire manuellement, c'est de la glue à écrire vous-même au niveau de la gateway. Et du coup, si vous voulez avoir un graphe un peu sympa, avec plein de relations entre vos entités, vous vous retrouvez avec une gateway hyper complexe. Le dernier standard qui est arrivé, ou l'avant-dernier, parce que je vais parler du dernier, c'est de, à chaque fois, faire en sorte que nos différents sous-services, ils exposent du GraphQL. Donc, par exemple, avoir un service utilisateur, mais voilà, c'est du GraphQL. Si ce n'était pas du GraphQL, j'aurais mis une couche GraphQL par-dessus. Pareil sur mon service account. Et derrière, je fais ce qu'on appelle du schéma du GraphQL stitching. Qui connaît stitching? Quelques-uns. Bon, en gros, vous prenez deux schémas et vous faites de la glue automatique ensemble. Et voilà. C'est vraiment, vous les prenez, vous les collez. Sauf que c'est de la colle assez basique. Ça ne prend pas du tout en compte le fait d'avoir des relations assez complexes entre vos entités. Du coup, si vous voulez avoir des relations vraiment sympas entre vos différents services, entre vos différentes entités, pareil, c'est de la glue. Vous avez beau faire du stitching, c'est quand même de la glue à écrire à la main. Et du coup, vous vous retrouvez exactement dans les mêmes problèmes qu'avant. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Donc, c'est ce que propose le deuxième principe de Principal GraphQL, c'est d'avoir une implémentation fédérée. Qu'est-ce qu'une implémentation fédérée? On reprend un schéma qui ressemble pas mal à celui qu'on a vu avant. On a quand même une gateway GraphQL, mais c'est une gateway un peu spéciale, c'est une gateway de fédération. Et en dessous, on a nos différents sous-services qu'on va appeler des subgraphs, donc c'est des sous-graphes. Et ce qui est vraiment la killer feature de l'architecture fédérée, c'est que cette gateway, elle n'a pas de code. Vous n'écrivez aucun code. C'est-à-dire vous pouvez prendre une image Docker écrite dans un langage peu importe, du moment qu'elle respecte la bonne spec, ça va fonctionner. Juste, il faut lui filer la bonne configuration pour qu'elle sache à quel subgraph aller discuter. Donc vous n'avez pas de code, pas de complexité, pas de maintenance, pas de release, etc., à part pour des montées en version ou des modifications de configuration. Donc, tout de suite, ça règle les problèmes qu'on a vus tout à l'heure. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas prendre précisément n'importe quel schéma GraphQL. Il faut qu'il respecte une spec un peu particulière pour qu'il puisse fonctionner au niveau du schéma fédéré. Et on dit qu'ils doivent être composables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'incohérence. Si vous avez un bout de un de vos subgraphes qui définit un type,
un autre subgraph qui définit un type et qui n'est pas compatible, qui est trop différent, ils ne peuvent pas fonctionner ensemble, donc ça ne va pas marcher. Alors, pour vous donner une idée, en vrai, l'aspect, elle ne demande pas énormément d'efforts. Ça, c'est deux schémas classiques, GraphQL, type user, type account, sur deux subgraphes. En gros, vous devez informer à l'implémentation de la gateway fédérée, OK, c'est quoi les entités sur lesquelles je veux gérer des relations. Vous dites un petit add key, vous rajoutez un add key, en gros, et les champs qui vous servent d'identifiant. Vous avez fait 99% du travail. Il n'y a vraiment pas beaucoup plus de trucs à faire. Derrière, comment ça marche? Je prends une requête très simple, un peu la même qu'on a vue tout à l'heure. Je prends un user, son ID, je veux la balance de son compte. Donc ça, c'est une requête qui va passer au niveau de la gateway. Et la gateway, elle va faire un truc qui ressemble beaucoup à ce que font les bases SQL, par exemple classiques, ou les bases de données. Elle va prendre cette requête et elle va en faire un plan de requête, un query plan, où elle va, je vais pas aller très précisément dans l'exemple, mais là, on peut voir, par exemple, elle va aller récupérer du service user le user et son identifiant. Et là, après, elle va aller récupérer du service account, le compte de l'utilisateur et la balance de ce compte. Et tout ça, c'est magique. La glue que vous deviez faire à la main via du schéma stitching ou via les outils qui existaient avant, ça, vous n'avez plus besoin de le faire du tout. Et c'est devenu un standard. Alors, les premiers à avoir fait ça, c'est Apollo, évidemment. Nous, chez Swan, on a commencé par une V0.x d'Apollo Gateway, qui était la première implémentation de gateway de fédération. À l'époque, c'était un énorme pari, parce que c'était les seuls à le faire. Mais depuis, l'écosystème, il a grandi très vite, et pour le coup, c'était un pari gagnant. Donc il y en a d'autres. Il y a The Guild qui fait Mesh. Il y a WonderGraph, GraphBase, et il y en a encore d'autres. Voilà. Bon, outre l'argument d'autorité, regardez, tout le monde fait ça. Perso, c'est ce que je conseille. Nous, ça nous a permis de faire des choses hyper poussées au niveau du graph, de gérer plein de relations hyper complexes, et en fait, sans avoir rien besoin de faire. Il y a vraiment plein de moments où on se dit « Ah, mais du coup, on va rajouter tel truc. Ah, mais c'est la fédération qui le fait. Ah, ok, bon, très bien. » Et ça marche même tellement bien qu'on utilise ce type d'architecture pour nos API en interne. Donc on a une Apollo Gateway, une Federation Gateway interne qui nous sert pour nos API, en interne, qui ne sont pas disponibles sur Internet. Le principe suivant, c'est de traquer le schéma dans un registre. Et c'est un truc qu'on ne faisait pas au début chez Swan et qu'on a regretté amèrement. Pourquoi il y a besoin de faire ça? Donc je reprends un exemple simple. J'ai ma gateway. J'ai un petit graphe, un subgraph utilisateur, voilà. J'ai un autre service, voilà, un subgraph account. Et le subgraph account, il fait référence à une entité user qui est dans le subgraph user. Sauf que, pas de chance, le subgraph user, il est down. Donc son schéma, on ne peut même plus récupérer le schéma de ce truc-là. Et du coup, la gateway, quand elle va se lancer, elle va dire « Ok, je vais récupérer tous mes sous-services et je vais essayer de composer les schémas entre eux. » Sauf que dans le subgraph account, on a fait référence à un type user. Ce user, il est down. La gateway, elle ne sait pas ce que c'est que ce type user. La composition, elle ne marche pas. Du coup, on se retrouve avec une gateway qui ne peut pas marcher alors qu'on n'a qu'un seul service de down. C'est un peu dommage. Autre exemple, peut-être encore plus parlant et plus simple. On reprend les mêmes sous-services. Et là, il se trouve que l'équipe qui gère le subgraph account, elle a aussi défini un type user parce qu'elle ne savait pas que ça existait dans le subgraph user. Et puis elle a défini un ID, sauf que l'ID, il est de type int, alors qu'il y a un autre type user qui définit un ID de type string côté user. Et là, on se retrouve pareil avec deux schémas qui ne sont pas compatibles entre eux. Et là, c'est pareil, on se retrouve avec une gateway qui, au moment de se lancer, dit non, c'est pas possible, ces deux subgraphes ensemble, ils ne sont pas bons. Du coup, ça serait bien de vérifier, quand un service se met en production, qu'il est composable avec le reste du système. Et c'est ça que permet, du coup, le registre. Vous prenez vos différents subgraphes, et à chaque fois qu'ils vont essayer de se mettre en production, ils vont mettre à jour leur schéma auprès d'un registre. Et une fois que ça c'est bon, le registre, c'est lui qui va communiquer en direct avec la gateway. Donc la gateway va poll à chaque fois le registre pour savoir quels sont les schémas GraphQL des différents sous-services.
Et si jamais il y a un service qui, au moment d'essayer de se mettre en prod et de mettre à jour son schéma, on voit que la composition ne marche pas, la mise en prod, elle est, en gros, elle est KO, quoi. Vous devez d'abord réparer et regarder pourquoi est-ce que la composition n'est pas possible. Et autre avantage, si jamais il y a un service qui est down, qui ne peut plus du coup délivrer son schéma, la gateway elle est quand même OK, parce qu'elle discute avec le registre pour pouvoir connaître le schéma. Ça vient aussi avec plein d'autres avantages, le fait d'avoir un registre. Alors nous, chez Swan, on utilise la suite Apollo de manière générale. Donc on utilise Apollo Studio, qui ont leur propre schéma registry. Donc là, par exemple, ça permet d'avoir un endroit un peu centralisé où on peut voir l'ensemble de notre schéma de manière assez précise. C'est utilisé même par les gens côté product chez nous, quoi. Et ça permet aussi à n'importe quel dev de regarder OK, c'est quel bout de schéma qui est utilisé par quel sous-service, etc. C'est quand même pratique. Et par exemple, ça inclut aussi un changelog. C'est pratique pour tout le monde. D'ailleurs, si vous connaissez Linear, eux, ils ont rendu carrément ces pages publiques. Donc Linear utilise aussi Apollo Studio en tant que schéma registry. C'est public et vous pouvez voir leur changelog via leur registry directement. Et donc je disais qu'à Swan, au début, on n'avait pas ça et qu'on l'a regretté. On a clairement sous-estimé l'importance d'avoir ce registre. On faisait un truc qui ressemblait un peu plus à ça, où au lieu d'avoir un registre dans lequel on va mettre à jour le schéma de chacun des subgraphes au moment de la mise en prod, on le faisait un peu en amont. On avait un repository Git dans lequel on mettait à jour les schémas. Après, on utilisait soit des submodules Git, soit des modules NPM ou Maven pour récupérer ces schémas, l'utiliser dans les différents services et le récupérer au niveau de la gateway. Ne faites pas ça. C'est compliqué inutilement, ça apporte plein de problèmes. Clairement, on a switché sur le registre. C'est un truc qu'on n'a absolument pas regretté, c'est 1000 fois mieux. Le principe suivant, et les 4 principes suivants sont très orientés agilité, sont un peu moins concrets que les suivants, mais c'est d'avoir un schéma qui est vraiment abstrait et spécifique à la demande. Donc c'est en gros séparer le schéma de son implémentation. C'est pas quelque chose de hyper spécifique à GraphQL, c'est un principe de design d'API de manière générale, que vous soyez au niveau HTTP ou même dans votre code directement, normalement vous devez faire en sorte que votre API elle laisse pas, on ne voit pas les détails d'implémentation. Donc en gros, je sais qu'on vous l'a sûrement rabâché beaucoup, mais c'est important d'aller itérer avec vos clients. D'aller leur parler, d'itérer avec eux, que ce soit vos ingés front-end ou des clients externes. Je sais que c'est plus facile avec des ingés front-end. Nous, à Swan, nos front-end utilisent les mêmes API de nos clients, donc c'est hyper pratique. Donc en gros, on les fait rentrer dans la boucle dès le départ quand il faut designer des schémas GraphQL. Et à propos de design de schéma GraphQL, j'en profite pour parler d'un autre problème que du coup, quand on commence à grossir, on voit de plus en plus. Là, je prends un exemple, j'ai un subgraph user, j'ai défini un first name, regardez le casing de first name. Idem, j'ai un subgraph account, vous pouvez voir le casing de legal représentative, il y a un petit problème. Et derrière, si j'essaye de requêter ça, j'ai un truc un peu bizarre où j'ai un mélange de snake case et de camel case. Donc ça démontre que, en gros, plus votre API commence à grossir et plus vous avez de monde qui vient contribuer dessus, plus vous avez des chances que vous ayez des écarts entre différentes parties de votre API. Et en GraphQL, c'est particulièrement visible. Alors, il existe pour des trucs aussi simples des linters. Donc, vous pouvez utiliser un plugin de SLint, par exemple, pour GraphQL, qui permet d'éviter des trucs simples, comme cela. Il y a des linters intégrés, par exemple, à Apollo Studio ou à d'autres schémas registry, pour être sûr que tout le monde implémente les mêmes règles. Nous, on a carrément besoin en fait, d'une équipe dédiée, donc on a appelé API Consistency, parce que là, c'est des problèmes très simples, mais peut-être qu'il y a d'autres trucs, genre, OK, comment est-ce que vous avez géré telle erreur, tel enum de telle manière, etc. Bref, ce n'est pas un truc qui est spécifique à GraphQL, mais le design d'API, c'est un truc qui est hyper important et qui est encore plus visible en GraphQL. Le 5e principe, c'est d'utiliser une approche agile au développement de schéma. Donc, il faut que ça dépende des besoins, comme on l'a vu avec le principe précédent. Et surtout, ça parle d'évolution incrémentale. Dans des API plus classiques,
On voit souvent des montées en version, on a par exemple de la V1 à la V2, ça va sûrement être sur un slash V1, slash V2, qui va être fait tous les X mois, dans lequel on va concentrer tous les breaking change. Ben, en GraphQL, ce qui est cool, c'est que on peut faire ça, on peut faire ce cycle de vie, mais par champ. Donc, ce qui permet d'énormément faciliter ces évolutions incrémentales. Et ça me permet de parler de comment est-ce qu'on fait des breaking change en GraphQL. J'ai une requête simple encore, là, je récupère un utilisateur, son ID, son nom. À droite, c'est le schéma de ce type user. Et j'ai envie de faire une modification sur ce type, et je veux que maintenant, ça soit cette requête qui fonctionne. Je veux plus un champ name, je veux un champ identity dans lequel il y a un champ name. Donc c'est, voilà, et en gros, je veux à la fin supprimer ce champ name. Donc comment est-ce que je fais? Bon, déjà, première étape, à mon type user, je viens de lui rajouter ce champ identity, et ben, je crée ce type identity sur lequel je rajoute un champ name. Donc déjà, c'est cool, ma nouvelle requête fonctionne, mais j'ai quand même envie que mon ancienne requête continue à fonctionner pendant que mes clients font la transition. Donc j'utilise une annotation deprecated ici pour en gros donner l'information que ce champ il est déprécié. Mais je continue à la maintenir. Et éventuellement, je peux même rajouter un commentaire dans ce qu'on appelle ça s'appelle une directive, la directive deprecated, pour mettre, par exemple, ah, ce champ sera déprécié à telle date, veuillez mettre à jour. Et une fois que je suis sûr que plus aucun client n'utilise ce champ, bah là, je peux le supprimer. Et pour être sûr que plus personne n'utilise ce champ, bah, c'est important de bien monitorer les usages de vos champs, et bah, je vais en parler un peu plus tard. Le sixième principe, c'est d'améliorer les performances de manière itérative. En gros, ça veut dire se focaliser sur ce qui est vraiment utilisé en production et voilà, améliorer les performances de ces cas-là. Et je vais en profiter du coup pour vous parler de problèmes de performance hyper récurrents qu'on a eu en utilisant GraphQL. Ça, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur comment fonctionne la Federation Gateway. Je vous ai dit, voilà, il prend la requête, il la compile, il en fait un plan de requête. Le problème qui peut arriver, c'est que le calcul de ce plan peut des fois prendre du temps, voire beaucoup de temps. Ça, c'est un exemple de trace et du coup de temps de calcul de ce plan qu'on a eu en prod. Et j'en ai pris un au hasard, mais je suis sûr que j'aurais pu trouver pire si j'avais fouiné. Euh, faut savoir que bah, on est sur Apollo Gateway et que Apollo Gateway c'est écrit en JS et que bah, du coup les performances de nos JS, bon bah des fois elles sont bonnes, des fois elles sont pas hyper optimales on va dire. Euh, du coup, Apollo a réécrit leur gateway en Rust, donc ils ont appelé Apollo Router, qui est une version plus récente. Euh, The Guild a réécrit Mesh aussi leur gateway en Rust, donc ils ont appelé Conductor. Et bah, la gateway de WonderGraph qui s'appelle Cosmo, elle a été écrite en Go. Donc en dehors un peu de l'aspect marketing, on dit qu'on a écrit un truc en Rust, ça plaît à tous les développeurs. Il y a vraiment un aspect amélioration de la performance derrière. Donc sur les benchmarks de perf, clairement Apollo Gateway est derrière, alors que ben, Apollo Router, Conductor ou Cosmos sont bien devant. Euh, Mesh a beau être une implémentation JavaScript, a des performances plutôt correctes. Euh, donc c'est surtout Apollo Gateway que je vous déconseillerais en termes de perf. Et ça vient aussi avec tout cas, les versions récentes, hein, en plus d'avoir été réécrites, ben, elles viennent avec d'autres optimisations pour la perf. Donc la plus grosse étant le fait de cacher les query plans. Donc la première fois que la gateway reçoit une requête, elle met le query plan de cette requête dans un cache, et les prochaines fois elle le reçoit, elle n'a plus besoin de la recalculer. Donc voilà, bon, voilà, ce que je vous disais, je vous déconseille Apollo Gateway. Toutes les autres ont des performances plutôt pas mal, mais voilà, idéalement, utilisez plutôt celles qui sont écrites dans un langage vraiment rapide. Autre problème récurrent qu'on a beaucoup vu à Swan, et c'est souvent un problème qu'on qu'on reproche à GraphQL, c'est celui du problème des queries N+1, qui est aussi bien connu des utilisateurs d'ORM type Hibernate par exemple. Donc là, je prends un schéma assez simple en exemple. Hein. Donc, imagine une requête, un type query avec un champ account qui permet de récupérer une liste de comptes. Ce type account, il a un champ last payment pour récupérer un paiement, et voilà, ce paiement, il a un montant, quoi. Donc on va faire une requête pour récupérer une liste de comptes et sur chacun de ces comptes récupérer son dernier paiement. En GraphQL, on commence, on écrit la query.
on demande le champ account. Donc account, en une requête, on va récupérer par exemple n account. Et pour chacun de ces comptes, on veut le dernier paiement. Et si on a une implémentation un peu naïve, bah, si on a 10 comptes ou n comptes, bah, pour chacun de ces 10 comptes ou n comptes, on va faire une requête pour récupérer ce dernier paiement, pour récupérer du coup, son champ last payment. Donc on se retrouve avec 1 plus n requêtes. Ce qui est pas terrible quand on commence à avoir des listes potentiellement très très grandes. Alors, il existe une solution à ce problème. En tout cas, il en existe plusieurs, mais qui sont spécifiques à chaque langage et à chaque plateforme. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par exemple, pour Node.js, il y a le package GraphQL Data Loader. Pour Java, vous avez Java Data Loader. Pour Scala, vous avez une solution intégrée à Caliban, qui est l'implémentation la plus connue de GraphQL en Scala, etc., etc. Vous avez pareil dans d'autres langages. Euh, la, la- à haut niveau, toutes ces solutions, elles ont en commun que ces N requêtes qui sont assez semblables, ça vous permet de les batcher en une seule. Donc, par exemple, pour le last payment avec la liste de comptes, bah, vous allez récupérer en entrée la liste des comptes, et à partir de cette liste des comptes, en une seule fois, vous pouvez aller récupérer tous les derniers paiements. À vous après d'implémenter ce batching. Euh, alors, le principe dit qu'il faut régler les vrais problèmes qu'on a en prod. Alors, nous, ce problème à Swan, il est devenu tellement commun qu'on on commence à être un peu défensif et on utilise ça presque partout, si on sait que ça peut renvoyer une liste. Donc, c'est quelque chose aussi à avoir en tête. Mais alors, c'est un argument qui est souvent donné contre GraphQL. Euh, mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est vraiment un souci lié à GraphQL même? Je reprends le même exemple hein, avec le schéma qu'on a vu tout à l'heure et la query qu'on vient de voir. Si on devait faire l'équivalent en REST, je veux récupérer une liste de comptes. Donc j'aurais par exemple un slash account. Et ensuite, je veux récupérer le dernier paiement pour l'ensemble de ces comptes. Donc j'aurais une URL qui ressemblerait un peu à ça. Un slash accounts, slash l'ID du compte, slash payments, slash last. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Et du coup, bah, si on fait une implémentation un peu naïve, où bah, on récupère la liste de comptes, chacun des comptes, on appelle le endpoint suivant pour récupérer le dernier paiement, bah, on se retrouve aussi avec n plus une requête. Et c'est là il faut bien avoir en tête que GraphQL, c'est pas une silver bullet, c'est pas un truc qui va vous régler tous vos problèmes de perf d'un coup. C'est pas une des promesses de GraphQL. Euh, si vous faites une requête en GraphQL, vous pouvez presque systématiquement vous dire, OK, si j'avais pas GraphQL, comment est-ce que je le ferais en vrai? Et quel serait l'impact sur mon système et les impacts en termes de performance? Et vous comparez les deux, et généralement, ça sera assez similaire. Euh, et même, on peut voir là que dans ce cas-là, GraphQL, si on utilise les solutions qu'on a vues tout à l'heure, comme les data loaders, même ça peut être encore plus performant. Autre point, alors qui peut paraître hyper évident, mais qui est important quand même, donc c'est de ne pas récupérer plus que ce que demande la requête. Donc, par exemple, là, un type user avec un champ ID, name et account. Si on devait récupérer cet utilisateur, bah, une implémentation un peu naïve, ça serait de systématiquement récupérer les accounts d'un user. Comme ça, on est sûr de tout le temps les avoir. Bon, le problème, c'est si on a une requête qui ressemble un peu à ça, on demande l'ID et le name de l'utilisateur et pas les accounts, bah, c'est dommage, on a récupéré une liste de compte pour rien. Donc, ça veut dire bien écrire, enfin, bien avoir des fonctions qui vont résoudre les champs en fonction de leur utilisation. Donc pour ceux qui connaissent GraphQL, c'est en gros implémenter des résolveurs custom pour chacun de vos champs. Et un autre problème, et alors ça c'est pour ceux qui sont vraiment gros, c'est le genre de problème que rencontre Facebook, que nous à Swan on rencontre pas trop, donc c'est pas quelque chose qu'on a implémenté. C'est que vous pouvez avoir des clients qui commencent à avoir des requêtes monstrueuses. Par exemple, bah, je disais Facebook, euh, les requêtes que demandent les clients, ils demandent tellement de champs que ça commence à devenir un problème, l'upload de cette requête. Notamment si vous avez des clients sur des mobiles avec des connexions 3G pas terribles, quoi. Du coup, une première solution, et c'est celle qui coûte le moins cher et qui est intégrée dans les Federation Gateway les plus modernes, c'est d'avoir ce qu'on appelle des queries persistées automatiques, Automatic Persisted Queries. Donc, première étape, c'est ben, tant pis, on envoie la requête en entier à la Federation Gateway. Et, bon, ben, il y a au moins un utilisateur qui se tape la requête à envoyer complète. Et cette Federation Gateway, elle va enregistrer cette requête dans un cache et avoir rajouté comme clé de ce cache un hash. Ce qui va permettre à toutes les requêtes suivantes de uniquement envoyer le hash de cette query
et la Federation Gateway serait capable de l'interpréter parce que ça sera présent dans son cache. Et si jamais un client essaye d'envoyer ce hash et que c'est plus dans le cache de la Federation Gateway, elle pourra envoyer une réponse. Enfin, elle répond, elle envoie une réponse spécifique pour dire que bah non là, je ne connais pas ce hash, il faut que tu envoies la query en entier. Donc ça c'est pas mal et ça permet d'avoir quelque chose de fonctionnel tout de suite. La méthode beaucoup plus complexe, mais qui elle est implémentée, enfin, qu'on va implémenter un peu partout, hein, même si vous ne faites pas euh, une architecture de type fédération, c'est les persisted queries, donc sans la partie automatique. Donc là, c'est première phase, vous avez une partie register où vous envoyez à la Federation Gateway l'ensemble de vos requêtes que vous comptez faire dans le futur. Euh, Ça peut être fait par exemple dans une CI. La Federation Gateway renvoie un identifiant en retour, donc elle le stocke vraiment de manière permanente. Et bah, toutes les fois que vous devez faire une requête en utilisant cette query, vous pouvez simplement donner son ID. Donc un ID, ça va être évidemment beaucoup plus petit que envoyer la requête en entier. Mais bon, encore une fois, ça c'est vraiment de l'optimisation quand on commence à avoir des requêtes énormes. Et nous, à Swan, voilà, euh, on n'a pas trop vocation à être utilisé par des front-end, donc c'est une des raisons pour lesquelles on l'a pas fait, et aussi bah, c'est assez compliqué à mettre en place. Le septième principe, c'est d'utiliser les métadonnées GraphQL pour faciliter le travail des développeurs. En gros, ce qu'il dit, c'est de mettre le plus d'informations possible dans le graphe, donc à la fois au niveau des types, mais aussi, bah, on l'a vu tout à l'heure, on a parlé euh, de mettre à jour un champ avec des breaking changes, donc une directive deprecated. Ça, c'est une info supplémentaire qui est en plus bien gérée par les différents outils qui sont capables de lire le graphe. Et bah, du coup, le deuxième point important, c'est bah, d'avoir des outils qui viennent profiter le plus possible de ce genre d'informations qui sont dans le graphe. Et ce deuxième point, il est hyper important. Donc ça vous permet, bon, j'en parlais déjà plus tôt, d'avoir de la génération de types, par exemple, d'avoir de la validation automatique de vos requêtes. Vous pouvez mettre à disposition des outils de type GraphQL. En gros, c'est comme une espèce de Postman, mais déjà intégré à votre API. Euh, et le genre de truc qu'on fait, par exemple à Swan, c'est ben, dans notre CI, avant chaque déploiement, on vient vérifier que les requêtes GraphQL sont compatibles avec le schéma de cet environnement. Et ça nous permet voilà, directement dans notre CI d'avoir ce genre enfin, d'avoir ce genre de validation. Donc le huitième principe, celui qui parle d'access and demand control, donc le contrôle de demande et d'accès. En gros, access control, ça veut dire authentification et autorisation, et la partie demand control, ça parle de rate limiting. Pour la partie authentification, il y a un peu trois façons de faire qui fonctionnent. Donc la première, qui est assez classique, c'est d'avoir en amont une API Gateway qui vient gérer de manière centralisée l'ensemble des authentifications. La façon un peu nouvelle que vient apporter l'architecture en fédérée, c'est de faire cette partie authentification directement dans la gateway de fédération. Notamment les gateways un peu modernes, c'est ce genre, enfin, elles sont capables de gérer de manière déjà intégrée l'authentification de manière générale. Et la dernière solution, c'est de tout faire dans les subgraphes ou vos différents sous-services. Alors ça, c'est déjà considéré comme pas une super pratique, et l'authentification, c'est plutôt quelque chose à gérer en amont dans une brique commune qui fait ça pour l'ensemble des sous-services. Donc, je vous conseille pas de faire ça, et plutôt soit de le faire dans une API Gateway dédiée, soit bah, de le faire directement dans la Federation Gateway. Nous, à Swan, aujourd'hui, on fait tout dans l'API Gateway. En tout cas, l'authentification, on l'a fait dans l'API Gateway, pour des raisons un peu historiques, hein, et aussi parce qu'on fait pas uniquement du GraphQL. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être challengé et il y a de grandes chances qu'on switch sur une authentification directement sur la Federation Gateway. Vous faites en fonction de vos besoins, mais c'est bien à avoir en tête que c'est quelque chose de faisable directement dans la Federation Gateway et qui des fois peut simplifier les choses. Peut-être que vous n'avez pas besoin du coup d'une API Gateway classique. Sur la partie autorisation, il y a un peu deux méthodes aussi. Donc la première méthode, c'est de faire le maximum possible au niveau du schéma et de se servir de la Federation Gateway pour filtrer enfin filtrer les utilisateurs sur la partie autorisation. Donc là, on a un petit exemple de schéma. On a un type query avec un champ users. On peut récupérer une liste d'utilisateurs. Et on voit qu'on a une petite directive un peu spéciale qui s'appelle require scope. Et dedans, elle prend en argument bah, un input scope. Et on voit dans ce input scope, il y a un champ read users. En gros, ce que veut dire cette directive, c'est que ce champ n'est utilisable que par un token. Par exemple, ça peut être un token O2
avec un scope spécifique qui s'appelle read users. Et ça, ce genre de directive, euh, elle peut être comprise directement par la Federation Gateway si vous utilisez des implémentations un peu récentes. Euh, Si on prend le type d'après, type mutation, donc on a un champ update users, et lui il renvoie un utilisateur, et on voit qu'il y a une directive authenticated. Donc là, ça peut être que ce champ update users, euh, vous voulez un utilisateur authentifié pour pouvoir l'appeler, et peut-être que les règles d'autorisation elles sont un peu plus complexes que juste demander un scope au hôte. Peut-être que vous voulez vérifier cet utilisateur, c'est soit lui-même, soit un utilisateur qui est membre de la même organisation, ce genre de choses. Donc c'est un peu plus complexe d'exprimer ça au niveau du schéma et peut-être impossible. Et du coup, bah, ça, vous allez faire au niveau de vos sous-services ou au niveau des subgraphes. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un mélange des deux. Et les deux, c'est très bien. L'avantage de la première méthode est de faire un maximum au niveau du schéma. Bah, ça respecte le principe qu'on avait vu avant, d'avoir le maximum de métadonnées pour faciliter le travail des devs. Parce que bah, quelqu'un, juste en regardant votre schéma, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a besoin en termes de droit pour utiliser votre champ. Nous, à Swan, malheureusement, on ne le fait pas parce que ces directives, elles sont utilisables par des versions récentes des gateways. Et encore une fois, nous, on est sur Apollo Gateway et c'est pas le genre de truc qui est built-in, mais c'est quelque chose qu'on regrette un peu. Et si on devait refaire les choses aujourd'hui, clairement, on utiliserait au maximum ce genre de directive. Et en revanche, pour les règles métiers un peu plus compliquées qui peuvent pas rentrer dans le schéma, ben, vous êtes obligé de le faire au niveau des subgraphes. Donc forcément, c'est une méthode viable. Et la dernière partie, celle du contrôle de la demande, ou plus généralement, on parle souvent de rate limiting. Le problème en GraphQL, c'est que si on fait du rate limiting classique, donc limité par nombre de requêtes par seconde, bah, quelqu'un de mal intentionné peut, en fait, en très peu de requêtes par seconde, quand même défoncer votre système euh, s'il sait bien s'y prendre et si l'implémentation derrière est un peu naïve. Donc là, on prend un exemple très simple de schéma, une query avec un champ user pour simplement retourner un utilisateur. Et ce champ user, bon, il a un identifiant, mais surtout, il a un champ friends pour récupérer une liste d'amis. Donc il a un argument limite, juste pour limiter le nombre d'amis qu'on veut retourner. Et du coup, il retourne une liste d'utilisateurs. C'est quelque chose d'un petit peu récursif. Et du coup, ben, quelqu'un de mal intentionné, il peut prendre cette requête et faire quelque chose comme ça. Donc il fait une query pour lequel il demande un user, et pour ce user, il demande une liste de 100 amis, et pour ces 100 amis, une liste de 100 amis, etc., etc., etc. Et donc vous vous retrouvez avec 100 fois 100 fois 100 fois 100 objets à retourner et à calculer dans votre API. Donc ça, en une seule requête, bah, votre API tombe par terre. Donc, la première solution, c'est un peu le niveau 1 de protection, c'est d'avoir un limiteur de profondeur. Donc vous dites, OK, je vois que je peux imbriquer des requêtes les unes dans les autres, je vais limiter par exemple à 5 ou 6 niveaux d'imbrication. Donc là, voilà, là, le quatrième, à partir du quatrième champ friends, non, c'est trop profond, je refuse cette requête. Bon, c'est pas mal, mais c'est quand même hyper limité. Et quelqu'un de mal intentionné, bah, plutôt que de jouer sur la profondeur de la requête, il va jouer bah, sur la longueur. Et il va faire ce genre de requête, où il va demander bah, plein de fois une liste d'amis juste pas imbriquée. Et en plus, bah, c'est bien, on a limité la profondeur, mais en fait, là, dans cet exemple, on prend une liste d'amis, d'une liste d'amis, d'une liste d'amis, on demande 100, 200, 200, ça fait 100 fois 100 fois 100, ça fait déjà 1 million d'éléments. Donc en fait, avec déjà une requête pas hyper profonde, on reste quand même avec une requête hyper complexe. Du coup, ce qu'on aimerait, c'est bah, limiter plutôt ce nombre d'éléments ou cette complexité de requête. Donc c'est un peu le niveau 2, donc le niveau suivant de limitation de rate limiting ou access control. Euh, Demande control, pardon. On reprend le même schéma, mais on vient rajouter quelques directives supplémentaires, notamment une directive cost qu'on peut voir par exemple sur le champ user. On voit qu'on a une directive cost avec un argument complexity c'était à 5, et sur le champ friends, pareil, on a un argument complexity qu'on a mis à 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un argument multipliers. Et on peut voir que ça a été appliqué sur le champ limite. Et je vais expliquer ça en reprenant le même exemple de requête. Donc l'objectif, c'est de limiter et d'avoir un maximum de complexité au niveau de la requête. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque champ va avoir un coût. Et si le coût total de la requête dépasse celui qu'on a défini, bah, la requête sera bloquée. Donc là, demander le champ user, c'est un coût de 5 qu'on a défini dans la directive cost. Donc déjà, notre requête coûte 5.
Ensuite, je demande le champ friends à l'intérieur de ce champ user. Donc, je définis une complexité de base de 3. Donc, je prends 3. Et j'ai défini un multiplicateur. J'ai dit que c'était le champ limite. Et ce champ limite, il est à 10. Donc, bah, je fais un 3 fois 10. Donc, bah, ce champ coûte 30. On additionne aux 5 qu'on a demandé avant pour le champ user, ça fait déjà 35. Et je continue comme ça de manière récursive. Je redemande le champ friends avec une limite de 10. Donc, la complexité de base, c'est 3. La limite, c'est 10. Donc, ça fait 3 fois 10. Ah, mais c'est 10 de 10 qu'on a déjà demandé avant. Donc, c'est 3 fois 10 fois 10. Donc, on va avoir 100 users retournés à la fin. Donc, ça fait déjà 335. Et on continue comme ça de manière récursive. Le champ suivant, il va coûter 3000, etc. Euh, Chez Swan, c'est pas quelque chose qu'on a mis en place dès le début, parce que bah, la directive cost, c'était pas compatible avec les anciennes versions d'Apollo Gateway. De manière générale, c'était pas possible de faire remonter ce genre d'infos à la gateway. Et pour nous, aujourd'hui, c'est clairement un problème, parce que ben, il n'y a pas besoin de gens malveillants pour défoncer votre API, mais il suffit juste d'avoir des clients qui sont un peu gourmands et qui, par exemple, bah, essaient de requêter quasiment tout votre système en une requête. Euh, voilà, ça nous est déjà arrivé. Euh, Sauf que rajouter ce limiteur du jour au lendemain, c'est un gros changement cassant. Donc, potentiellement, enfin, même aujourd'hui, on a des clients qui font des requêtes assez grosses, mais depuis longtemps. Et du jour au lendemain, aller les voir, leur dire, ah, en fait, bah, la requête hyper grosse que tu utilises depuis 1 an et demi, bah, en fait, elle va arrêter de marcher. C'est pas hyper acceptable. Donc aujourd'hui, on va simplement les voir et on leur dit, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ces requêtes. Et bon, bah, faire ça, c'est assez limité en termes de, enfin, ça marche pas à tous les coups, quoi. Euh, Du coup, bah, c'est quelque chose qu'on regrette aujourd'hui. On a simplement des logs de warning, hein. On a quand même quelque chose en place. On a des complexités par défaut sur l'ensemble des champs, etc. Mais ça ne fait que trigger des warnings chez nous. Voilà. Et du coup, bah, si vous avez une limite à 500, par exemple, là, la requête d'exemple, elle ne marche plus. Voilà. Du coup, le dernier recours que peut avoir quelqu'un qui essaie de faire tomber votre système, bah, c'est prendre une requête qui est à vraiment la limite de votre limite de complexité. Là, par exemple, celle-là, elle est à 500 pile, et vous la tabassez en boucle. Donc ça ressemble pas mal à du rate limiting un peu classique pour bloquer ça. D'où bah, le niveau suivant, c'est d'avoir enfin, d'avoir le limiteur de complexité par requête qu'on a vu, plus un rate limiter classique en nombre de requêtes par seconde. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les implémentations de Federation Gateway un peu récentes. Donc vous avez ça déjà sur l'étagère de dispo. Le problème de ce genre d'implémentation, c'est que elle tient pas compte de la complexité. Par exemple, si vous avez deux clients qui sont limités à 50 requêtes par seconde, et que le premier client essaye de faire une 51e requête, mais toute petite, où il a fait 50 petites requêtes et il essaye d'en faire une 51e toute petite. Et par contre, vous avez un autre client, lui, il fait sa 51e requête, mais une très très grosse, qui est pile à votre limite de complexité. Bah, peut-être que le client qui a fait la 51e, bah, en gros, il va être bloqué, mais peut-être que vous auriez voulu que, en fait, peut-être que 200, c'était OK pour vous, pour votre système. Alors que la personne qui fait 51 requêtes énormes, bah, peut-être que, enfin, c'est bien de le bloquer, mais peut-être qu'en fait, vous auriez même eu envie de le bloquer à 10, parce que sa requête est déjà grosse. Du coup, c'est un peu le dernier niveau, c'est la Rolls-Royce de domain control. C'est d'avoir un coût de complexité par minute. Ça mélange un peu les deux, c'est plus complexité par requête plus nombre de requêtes par seconde, c'est en gros coût de complexité par seconde. Et c'est ce que fait GitHub, euh, et à mon sens, c'est la solution la plus équitable et la plus logique, mais ça vient quand même avec ses trade-offs. Déjà, premier truc, c'est que c'est nativement supporté dans aucune implémentation de GraphQL Gateway. Et même sans parler de GraphQL Gateway, enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'on trouve dans les projets open source. Donc ça veut dire, c'est le genre de truc que vous devez faire, que vous devez mettre en place complètement vous-même. Et en plus, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour les clients de votre API. Expliquer qu'il y a une complexité par requête à pas dépasser et qu'il y a tant de requêtes par seconde, c'est facile. Dire vous avez le droit à 20 000 points de complexité par minute, c'est difficile à comprendre à part pour les power users GraphQL et c'est pas hyper facile à traquer, quoi. C'est facile à traquer pour vos utilisateurs que ils font tant de requêtes par seconde. Qu'ils utilisent tant de points de complexité par minute ou par seconde, c'est un peu plus difficile pour eux, quoi. Du coup, je vous conseille à minima la version avec le rate limiting classique. Celle-là, c'est vraiment si vous savez que vos clients, c'est des power users. Le neuvième et avant-dernier principe,
C'est celui d'avoir des logs structurés. En gros, ils disent qu'il y a énormément d'informations utiles sur chaque opération GraphQL. Donc, qui a fait la requête, comment est-ce qu'elle a été faite, quels sont les champs qui ont été demandés, quelles ont été ses performances, etc. Et ça dit bah, que ces informations doivent être centralisées et exploitables. En gros, ça parle de monitoring, quoi. Et ça dit qu'il faut monitorer son appli GraphQL. Du coup, la première solution, c'est d'utiliser quelque chose qui est déjà sur l'étagère. Donc ça, c'est un screenshot de Apollo Studio, qui est la solution intégrée de gestion on a vu déjà de registry, mais aussi de la stack d'observabilité côté Apollo, quoi, pour la partie GraphQL. Et là, sur le screenshot, on peut voir des métriques. On voit des métriques de latence de requête avec une distribution au niveau de ces latences, etc. Et on est capable de remonter jusqu'au client de chacune des requêtes et redescendre jusqu'aux performances, par exemple, de chacun des champs. On est capable aussi de retrouver des exemples de traces qui ont été faites sur l'API, etc. Donc c'est déjà très bien, out of the box, quoi, d'avoir quelque chose comme ça sur l'étagère. Et nous, à Swan, c'est quelque chose qu'on a mis en place très rapidement. Mais ça a quand même une grosse limitation, c'est que on a potentiellement d'autres métriques hein, dans notre système que du GraphQL. Nous, à Swan, on a une stack d'observabilité à côté, avec du Prometheus, du Jaeger, du Grafana, etc. Et c'est un peu dommage d'avoir cette stack d'observabilité d'un côté, et à côté d'utiliser un outil type Apollo Studio. On aimerait avoir tout de centralisé dans notre stack d'observabilité. Donc, comment on peut faire ça? Déjà, première solution, si vous utilisez, malheureusement comme nous aujourd'hui, Apollo Gateway, il va falloir faire pas mal de choses vous-même. Mais si vous utilisez des gateways récentes, les gateways récentes, elles exposent déjà elles-mêmes des métriques, des traces, des logs dans un peu tous les formats qui existent sur le marché. On peut essayer du Datadog, de l'open tracing, du Prometheus, etc. C'est des formats qui sont déjà bien gérés, quoi. Du coup, juste en branchant euh, ces nouvelles GraphQL Gateway à votre stack d'observabilité, vous avez déjà quelque chose de très bien. Si vous voulez quand même faire les choses vous-même, ou si vous n'utilisez pas une architecture fédérée, et c'est ce que du coup nous on a dû mettre en place au départ. Donc déjà au niveau des métriques, vous pouvez faire quasiment 95% du travail en une seule métrique si vous avez un temps de réponse et un taux d'erreur sur chacun des résolveurs, en gros chacun des champs de votre API. Nous à Swan, du coup, pour faciliter ça, on a créé un décorateur hein, qu'on a juste à rajouter sur une méthode qui gère un champ GraphQL et le truc est directement rajouté dans nos métriques. Et bah, si vous liez vos métriques aux traces, nous par exemple, avec Prometheus et via les exemplaires, vous avez plein d'autres implémentations sur notre stack d'observabilité, déjà vous arrivez à quelque chose de pas mal et qui ressemble à ce que vous auriez dans un outil comme Apollo Studio. Donc ça, bon, c'est un screenshot du genre de visualisation qu'on a dans Grafana sur les temps de réponse de l'ensemble des champs d'un de nos services. Donc pour la partie tracing, bon, encore une fois, si vous utilisez une implémentation récente des gateways de fédération, vous n'avez rien à faire. Si vous êtes comme nous et que vous utilisez Apollo Gateway, vous devez le faire vous-même de la même manière que vous le feriez sur n'importe quel autre service. Et du coup, sur l'ensemble de vos sous-services, vous devez implémenter le tracing vous-même de façon à avoir la propagation qui fonctionne. Euh, voilà. Après, ça dépend des SDK que vous utilisez pour gérer le tracing. Nous, on fait beaucoup de Node.js. Donc, le SDK Open Tracing, bon, il fonctionne très bien, quoi. C'est plutôt facile à mettre en place. Donc ça, c'est un exemple de trace qu'on a sur Jaeger. Bon, même c'est plutôt un bout de trace. Là, on a un span de la partie GraphQL Gateway. Et on a après les différents spans des subgraphes. Donc ça, c'est un exemple très simple. Mais on a des requêtes qui viennent taper beaucoup de services en dessous et qui sont encore beaucoup plus gros que ça. Et c'est quand même hyper pratique d'avoir des traces. Et pour les logs, en vérité, il n'y a rien de très spécifique à GraphQL. Je peux que vous donner des conseils un peu plus génériques. Bon, le premier, c'est de bien lier les logs aux traces. Quand même bien pratique pour débugger. Et facultatif, ce qu'on a beaucoup fait, surtout au départ, mais qui est toujours bien, c'est d'avoir un log par champ de votre API. Donc, c'est toujours pratique pour débugger directement depuis les logs. Et le dixième et dernier principe, c'est de séparer la partie GraphQL, ou la couche GraphQL, avec la couche qui est en dessous, donc la couche de service. En gros, ce que dit ce principe, c'est que tout ce qui est relatif au graphe, spécifiquement au graphe, doit être factorisé dans une couche. Donc, par exemple, fédération via la Federation Gateway, toute la partie Access and Daemon Control. Donc, là, on l'a vu avec la directive COST sur Daemon Control, que ça soit géré au niveau de la gateway. La partie Access, donc authentification, autorisation, que ça soit dans un layer à part.
Si vous avez du cache, le faire dans ce layer-là et pas dans l'ensemble de vos services en dessous, etc., etc. Bon, en gros, si vous implémentez les principes qu'on a vus juste avant, bon, ce principe il est un peu redondant et il est redondant avec des principes qu'on connaît déjà de manière générale, qui est que si vous avez des fonctionnalités qui doivent être communs à un ensemble de sous-services, il faut que ça soit factorisé dans un service au-dessus. Et pour conclure, les takeaways un peu clés, si vous voulez scaler une appli GraphQL. Le premier principe, hein, le plus important, c'est de partir sur une architecture fédérée. Pour nous, ça a été euh, clairement une grosse win et on est très content d'être parti là-dessus. Utiliser un schéma registré, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait nous au départ et on l'a amèrement regretté. Et maintenant, on est très content d'utiliser ça. D'utiliser une implémentation récente de la gateway, parce que c'est en termes d'amélioration de performance, d'observabilité, etc., ça vous permet de vraiment profiter de ça. Et nous, on est encore, même si on est en train de migrer vers Apollo Router, on est encore sur Apollo Gateway. On est content de migrer. Utilisez le graphe au maximum, l'ensemble des métadonnées du graphe et l'outillage que vous avez autour de GraphQL. Nous, ça nous a fait gagner énormément de temps, ça nous a fait gagner énormément en confiance d'avoir vraiment beaucoup d'outillage autour des graphes. Itérer avec les consommateurs de l'API. Pour la plupart de ceux qui font du GraphQL, ça veut dire vos devs côté front. Il faut qu'ils soient vraiment au courant et il faut qu'ils connaissent assez bien GraphQL et qu'ils soient capables de vous donner des clés sur en gros ce qu'ils veulent et soient capables de designer l'API GraphQL avec vous, quoi. Et ça vous fera gagner beaucoup de temps derrière. Voilà, attention aux problèmes de perf récurrents qu'on a vu tout à l'heure. Et demande de contrôle à gérer dès le départ, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait dès le début et aujourd'hui on le regrette. Et avec tout ça, vous avez toutes les billes pour scaler votre API GraphQL. Merci.